Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le chapitre de SES de Terminal sur l'engagement politique. Une petite vidéo en 5 minutes ou à peine plus afin de résumer ce chapitre pour vous aider dans vos révisions avant un contrôle ou alors que les épreuves écrites du bac arrivent. Le point de départ de ce chapitre, c'est fondamentalement l'idée que les sociétés démocratiques reposent sur la participation politique des citoyennes et des citoyens. En effet, le principe d'une démocratie, c'est que les institutions politiques qui dirigent l'ensemble du pays représentent la volonté et les intérêts des citoyennes et des citoyens. Cependant, quand on va au-delà de cette affirmation théorique assez simple, on se rend compte que les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Tout d'abord, la participation politique, que l'on peut définir comme l'ensemble des actions visant à influencer les décisions de l'État, peut prendre différentes formes. Par ailleurs, tout le monde ne participe pas en réalité politiquement, ne participe pas à des actions collectives. Alors participation politique et action collective, c'est pas exactement la même chose, mais les deux se superposent quand même assez régulièrement, notamment dans le cadre de ce chapitre. Et on observe donc des inégalités et des obstacles à l'engagement politique. Ce sont finalement ces deux problématiques qui dirigent l'ensemble du chapitre. Comment peut-on s'engager politiquement et pourquoi s'engage-t-on politiquement? Qui a le plus de chances de s'engager politiquement? Le programme nous invite d'abord à expliquer pourquoi, malgré le paradoxe de l'action collective, les individus s'engagent. Pour répondre à cette question, il faut naturellement commencer par expliquer ce que c'est que le paradoxe de l'action collective. En l'occurrence, c'est un paradoxe mis en avant par le sociologue et économiste américain Mancur Olson, qui affirme que les individus n'ont rationnellement pas intérêt à s'engager. En effet, dans le cadre d'une action collective, les gains sont collectifs et profitent à l'ensemble du groupe, alors que les coûts, les sacrifices nécessaires à la bonne réalisation de cette action collective sont individuels. Seules les personnes qui s'engagent doivent les supporter. Dans cette logique, vous avez donc intérêt à ne pas vous engager pour éviter de supporter ces coûts et malgré tout profiter des bénéfices et des gains obtenus par l'action collective. C'est ce qu'on appelle un comportement de passager clandestin, profiter des efforts des autres. Cependant, si tout le monde a ce raisonnement qui est le raisonnement logique et rationnel à avoir, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'action collective, personne ne va s'engager. Et donc personne ne pourra profiter des bénéfices de cette action. Donc ça, c'est déjà un premier paradoxe. Rationnellement, personne n'a intérêt à s'engager, mais si personne ne le fait, il ne va pas y avoir d'action collective. Et, deuxième paradoxe, malgré tout, on observe des formes d'action collective. Pourquoi, comment peut-on les expliquer alors que la théorie nous dit qu'elles ne devraient pas arriver? Mancur Olson lui-même apporte un premier élément de réponse à cette question en évoquant le rôle des incitations sélectives. Ces incitations sélectives sont des avantages qui sont réservés aux personnes qui participent à une action collective. Dans cette logique, pour avoir accès à ces avantages, vous êtes obligé de vous engager, ce qui pousse, qui incite plus de personnes à s'engager. D'autres sociologues ont mis en avant d'autres motivations. Par exemple, le sociologue français Daniel Gaxi a mis en avant le rôle des rétributions symboliques. Alors les rétributions symboliques, ce ne sont pas des avantages aussi concrets et précis que les incitations sélectives, mais c'est l'idée que finalement, en participant à une action collective, en s'engageant politiquement, vous avez un certain nombre d'avantages immatériels, mais néanmoins très réels et très importants, des avantages sociaux, culturels, politiques, le fait de nouer des liens sociaux, le fait d'acquérir de nouvelles compétences, le fait d'avoir un sentiment de participer à la vie de la société, qui valorise votre engagement, qui peut expliquer en tout cas, peut-être pas que vous participiez à une action collective, mais en tout cas que vous restiez engagé politiquement. Enfin, le programme évoque le rôle de la structure des opportunités politiques. Donc la structure des opportunités politiques désigne l'ouverture et la vulnérabilité du système politique face à des revendications portées par un mouvement social. Donc cette notion de structure des opportunités politiques explique surtout pourquoi certains mouvements sociaux sont plus efficaces, ont plus de succès que d'autres, mais néanmoins elle peut aussi expliquer l'engagement politique si on considère que finalement quand on voit qu'un mouvement a plus de chances de gagner et d'avoir une victoire, d'obtenir un succès, un certain succès
Dans ce cas, on peut être plus motivé à s'engager que dans un mouvement qu'on a l'impression qu'il ne va pas aboutir, qui ne va servir à rien finalement. Et cela dépend donc du contexte politique, de la structure des institutions politiques, etc. Cependant, ce raisonnement considère tous les individus comme égaux. Quand on parle d'incitation sélective, de rétribution symbolique ou de structure des opportunités politiques, on parle de motivation de l'engagement politique qui touche a priori tous les individus de la même façon. Or, on constate qu'en réalité, il existe des inégalités en matière d'engagement politique. Certaines personnes, certains groupes, notamment les catégories les plus favorisées, les cadres, les personnes avec un niveau d'éducation élevé, ont plus de chances que les autres de participer à des actions politiques. Cela peut s'expliquer de différentes façons. On peut mettre en avant une socialisation particulière qui les rend plus sensibles aux enjeux politiques et qui donne un plus grand sentiment de compétence politique. Une meilleure intégration sociale qui participe d'ailleurs à ce sentiment de vouloir participer à la direction de la société. Aussi le fait d'avoir plus de ressources, ce qui leur permet de plus facilement s'engager politiquement et d'avoir plus de succès lorsque l'on s'engage. On observe aussi des inégalités entre les femmes et les hommes qui peuvent correspondre à la fois à des questions proprement politiques, notamment à des stéréotypes dans la sphère politique qui sont défavorables envers les femmes, ou à des questions qui ne sont plus générales, pas spécifiques à la sphère politique, et notamment au poids de la socialisation différenciée selon le genre, qui amène les femmes à assumer une charge plus importante en termes de travail domestique, notamment quand il y a des enfants dans le ménage. Or, ce surpoids en termes de travail domestique est un obstacle pour l'engagement des femmes politiquement. Enfin, on peut observer des inégalités en termes d'âge et de génération. En effet, les personnes plus âgées, appartenant à des générations plus anciennes, sont plus attachées à l'engagement politique, notamment en tout cas à l'engagement électoral, et donc vont voter plus souvent, de façon plus systématique, sans forcément être d'ailleurs très motivées par les enjeux de l'élection. Alors qu'à l'inverse, on voit que pour les personnes plus jeunes, appartenant à des générations plus récentes, le rapport au système politique et notamment au vote est plus conditionnel, plus fragmenté et que ces personnes vont du coup participer de façon plus intermittente uniquement quand les enjeux leur semblent importants. Les démocraties contemporaines sont fondées sur le principe de la démocratie représentative. Les citoyennes et citoyens élisent des élus pour prendre des décisions en leur nom en fonction de leurs préférences et de leurs intérêts. Par conséquent, quand on parle des sociétés démocratiques contemporaines, on a tendance à résumer l'engagement politique à la question du vote. Cependant, il existe en réalité des formes plus variées de participation politique. On peut ainsi mentionner le militantisme et l'engagement dans un parti politique ou un syndicat, l'engagement associatif ou encore la consommation engagée, où là on remarque que justement les rôles du consommateur ou de la consommatrice et du citoyen et citoyenne ont tendance à se mêler et qu'il est possible finalement d'exprimer des opinions politiques avec son portefeuille en refusant d'acheter certains produits, lors de boycott, ou au contraire en faisant bien attention à privilégier certains produits, on parle alors de boycott. On peut comprendre assez facilement que ces différentes formes de participation politique soient associées à différents enjeux, à différentes causes, mais aussi à différents acteurs comme des partis politiques, des syndicats, etc. Quand on étudie la participation politique sur le long terme, on se rend compte qu'il y a des mutations, des transformations qui se reflètent notamment par l'évolution du répertoire d'action collective. Le répertoire d'action collective, c'est l'ensemble des formes de participation politique considérées comme les plus légitimes dans une société. Donc ça veut dire que, en tout cas, quelles sont les formes qui sont les plus puissantes, auxquelles on a recours le plus souvent dans une société. Et cela change au cours du temps. Jusqu'au XVIIIe siècle, on avait surtout des actions qui étaient au niveau local et qui reposaient sur soit l'usage de la violence, soit le soutien d'un notable, d'un membre de l'élite locale. Donc on parlait de répertoire local patronné, parce que du coup il y avait ce soutien
de la part d'un notable. À partir du 19e siècle, et notamment du coup depuis la fin du 19e siècle, on est passé au répertoire dit national autonome, qui concerne des enjeux nationaux et qui est porté par des organisations où les individus se regroupent et s'organisent et agissent de façon autonome, comme des partis politiques ou des syndicats. Et ce répertoire national autonome, jusque la fin du XXe siècle, sert surtout à porter, à défendre des causes et des questions dites matérialistes, liées notamment au conflit du travail et aux revenus, aux conditions de travail, etc. Cependant, depuis la fin du XXe siècle, on observe un élargissement du répertoire d'action collective avec une diversification des formes de participation politique possibles, considérées comme légitimes, notamment soit l'usage de nouvelles technologies, soit l'organisation d'actions qui sont organisées par un petit groupe de personnes mais qui sont spectaculaires et qui attirent l'attention de l'opinion publique et des médias comme ça. Et sur les enjeux, on retrouve des questions dites post-matérialistes, de nouveaux enjeux de mobilisation dans ces nouveaux mouvements sociaux, que ce soit par exemple l'écologie ou la lutte pour les droits et les intérêts des minorités, donc comme dans le cadre du mouvement féministe, dans le cadre du mouvement antiraciste, etc. Donc on a dit mutation des formes de participation politique, mutation des enjeux, et on observe aussi une mutation des acteurs avec les partis politiques et les syndicats qui restent présents et qui continuent de jouer un rôle, mais un rôle moins central, moins exclusif, avec un rôle plus important au contraire joué par les associations et par différentes formes de groupements, de coordination, de collectifs, etc., qui sont organisés de façon moins hiérarchique, plus horizontale, moins rigide, qui laisse au contraire plus de souplesse aux individus pour définir les modalités de leur engagement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a finalement duré un peu plus de 10 minutes et je vous souhaite une bonne journée.